Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Capacité de parler selon la philosophie de Beauregard. Nous vivons dans la langue, affirme Beauregard. À travers la langue, nous nous exprimons, parlons du monde ou communiquons avec les autres. Cependant, le structuralisme et la sémiologie dont de Saussure est le précurseur. Placer le langage dans une position absolue, niant tout, tout son lien avec le sujet et le monde, en vue d'établir une science du langage. Compte tenu de cela, Ricoeur écrit la philosophie à portage première de rouvrir le chemin du langage vers la réalité, dans la mesure même où les sciences du langage tendaient à distendre, sinon à abolir, le lien entre le signe et la chose. Sur cette tâche première s'est greffé des tâches complémentaires. Rouvrir le chemin du langage vers le sujet vivant, vers la personne concrète, dans la mesure où les sciences du langage privilégiées aux dépens de la parole vive, le système, la structure, le code délié de tout sujet parlant. Enfin, rouvrir le chemin du langage vers la communauté humaine. Dans la mesure où la perte du sujet parlant s'accompagne de la perte de la dimension intersubjective du langage, il critique, pour Ricoeur, la manière dont le structuralisme traite le langage comme trois sons. Son terme, son sujet, son chose. Son terme, car après avoir séparé la langue de la parole, la langue n'est qu'un système de différence, comme lequel il n'y a que de phénomène de morphème, mais pas d'expression fixe. Son sujet, car le système de la langue n'a que de code inconscient. Alors, il n'y a pas de sens de questionner. Le deuxième sujet, derrière ce code, sont choses, car le langage est devenu un système fermé et autonome de signes, sans besoin de contact extérieur avec le monde extérieur. Ces trois sons sont contraires au but fondamental de l'herméneutique de comprendre le sujet et le monde à travers le langage. À cette fin, Paul Ricoeur emprunte le concept du discours aux linguistes et bénévinistes, il entend comme quelqu'un dit quelque chose sur quelque chose à quelqu'un. Dire quelque chose concerne le sens du langage, dire sur de quelque chose la relation référentielle du langage avec le monde, et dire à quelqu'un la fonction communicative du langage. Ces trois éléments et le sujet du discours constituent ensemble les éléments de base du langage. Le sens du langage et la relation logique interne du langage, qui transmet l'intention expressive du sujet. La référence oriente transcendentalement le langage vers la réalité, ce que nous permet de dire le monde. De plus, avec la tension entre le sens et la référence, le langage acquiert une signification plus précise et concrète. Pour Ricoeur, tâche d'examiner la dimension poétique de la capacité de parler à partir de deux éléments de base du langage, le sens et la référence. Quant à l'élément de la communication, elle est inévitablement entrelacée dans la capacité de raconter, la capacité d'agir et la capacité de s'imputer ses actes. Donc, nous allons pas l'élaborer séparément. Et on tente de clarifier les avantages du langage équivoque pour transmettre au sujet le sens par rapport au langage scientifique et à d'autres expressions univoques. On examine la référence à établir entre le langage et le monde. Pour finir, nous utilisons l'innovation sémantique de la métaphore pour nous concentrer sur le rôle de l'imagination dans la dimension poétique du langage.
La relation entre le sujet et le langage symbolique, à travers, selon Paul Ricoeur, à travers l'explication de la réflexion concrète, on comprend que le sujet a besoin de se comprendre à travers le sens véhiculé par le signe. On peut facilement imaginer qu'un langage qui peut véhiculer des significations riches fournira au sujet plus de matière pour la compréhension de soi. C'est donc précieux. C'est là et la supériorité du langage symbolique pour comprendre le sujet, mais en même temps une expression qui véhicule de multiples significations, c'est-à-dire une expression équivoque, ne répond pas à l'exigence scientifique qu'il faut examiner précisément, qu'il faut exprimer précisément. Même dans la communication quotidienne, il faut s'exprimer avec précision pour se comprendre. Alors, face au doute et de la pratique de la science et de la communication quotidienne, comment justifier la supériorité du langage symbolique? C'est la question à laquelle nous voulons répondre dans cette discussion. Définir de symbole par rapport à l'expression univoque, le symbole en tant qu'expression équivoque prend une position irremplaçable dans la pensée de Paul Ricoeur. Il provient d'abord de sa structure sémantique. Bien évidemment, le symbole est un signe, mais il n'est pas qu'un signe. Au terme de Saussure, un signe contient une couche de relations significatives et une couche de relations référentielles. La première existe entre signifiant et signifié, et la deuxième existe entre les signes, y compris le signifiant et le signifié, et les référents. Afin de dire la chose, feu de formes de représentation telles que fire, feu, fier, etc. Ainsi que les prononciations correspondantes sont conçues en fonction de signifier, tandis que dans l'esprit, le concept et le sens correspondant à ces représentations appartiennent au signifié. Grâce à cette relation double, le signe fait peut signifier la chose faite. Mais dans le symbole se trouve encore une troisième relation, à savoir la relation entre le sens littéral et le sens symbolique. Pour les signes, le sens littéral est son signifié, mais pour le symbole, il est réduit comme signifiant et dissolué dans le rapport au sens symbolique en tant que signifié. Le signe fait exprime le fait, mais en tant que symbole, il peut également exprimer d'autres significations. Par exemple, dans le mythe selon lequel Prométhée a volé de flammes pour les humains, le feu symbolise l'intelligence humaine. Dans d'autres contextes, le feu peut être le symbole de la passion ou d'un pouvoir mystérieux. Ricoeur définit le concept de symbole comme une expression contenant de doubles ou multiples sens. La structure sémantique dans laquelle il est étroitement liée à l'herméneutique consiste à clarifier sa profonde signification. Le symbole est donc un langage polysémique et opaque. Son sens littéral révèle son sens symbolique, tout en le dissimulant. Pour comprendre le sens symbolique, il faut suivre le sens littéral. On peut dire que le symbole possède une épaisseur du sens et que le travail de l'interprétation consiste à comprendre ce jeu sémantique de cacher, montrer et à trouver le sens symbolique à travers le sens littéral. Il y a donc deux types de symbolisme. L'une est le symbolisme logique inventé par le logicien et certes au raisonnement logique. L'autre est prôné par l'herméneutique avec le langage symbolique comme contenu central. Si on juxtapose simplement ces deux symbolismes, l'herméneutique risque d'être désavantagé face à la logique symbolique. Donc, afin de défendre la légitimité de l'herméneutique, c'est très important de distinguer le symbole herméneutique du symbole logique, ainsi que la logique de double sens de la logique formelle.
Le symbole logique est un langage artificiel qui élimine tous les facteurs d'ambiguïté afin d'obtenir la précision de signification. Il peut être écrit et lu, mais pas utilisé pour la communication linguistique réelle. En fait, le langage ordinaire est trop vague pour lui et donc strictement rejeté, sauf des règles de forme universelles de signifier. Il se concentre sur le jugement des faits. Pour cela, seules les informations qui sont précieuses pour le jugement des faits seront retenues dans la table de vérité. Quant au- Quant aux autres contenus, ils seront rejetés en tant que fonction expressive ou fonction directive de langage, sans fonction cognitive. Le langage symbolique, quant à lui, est un langage naturellement acquis comme un héritage. C'est un langage pourvu de l'épaisseur, véhiculant de riches significations. D'une part, le symbole est lié au sens original, sensuel et littéral. D'autre part, le sens littéral est lié par le sens symbolique. Dans cette liaison de sens au sens, euh, il y a la plénitude de langage dans la mesure où le second sens habite en quelque sorte dans le sens original. La signification du langage symbolique ne peut pas être euh, épousée par le sens littéral. Il y a toujours de la signification cachée derrière le sens littéral et c'est liant à celui-ci. En revanche, dans le symbole logique, il n'y a pas d'autre signification que celle définie et mise en service dans la table de vérité. Alors, complètement possible d'être formalisé comme de simples objets de calcul, d'argumentation, où leur connotation peuvent être complètement vidées. Le symbole logique en tant que langage technique peut avoir un sens aléatoire puisqu'il remplit une fonction, tandis que la liaison entre le sens originel et le sens symbolique, donc dans le symbole se fonde sur l'existence elle-même. C'est bien le langage pourvu de l'épaisseur tel que symbole qui mérite de notre réflexion. Le processus d'être conduit par le contenu littéral au sens plus profond m'assimile au contenu de langage et par cela je m'y engage le processus de réflexion à travers les symboles équivalent équivalait à celui d'assimilation. C'est bien dans ce processus d'assimilation que la force des symboles est intégrée alors que ce dernier obtient sa capacité de révélation. Ce que cette assimilation cherche n'est bien évidemment pas une similitude objective qui se présente en face, mais une assimilation existentielle, c'est-à-dire par analogie, j'assimile mon existence à l'existence inspirée par le symbole, réalisant ainsi une appropriation d'existence. Cependant, le langage technique ne révèle rien à l'existence, ne fournit aucune participation à l'existence, il ne fournit qu'une information plate et universelle. Il n'a rien à voir avec l'existence individuelle. Par conséquent, la défense du port requer de langage suivant la logique de double sens, c'est-à-dire l'expression équivoque, repose entièrement sur le rôle a priori de ce dernier dans l'appropriation de soi par les sujets, conforme à la réflexion concrète. Il ne s'agit pas ici de la logique formelle qui vise à véhiculer avec précision des connotations uniques, à résister complètement au langage ordinaire et à se concentrer sur le fait ainsi que le jugement sur ceux-ci, mais de la logique transcendantale au sens conscient, c'est-à-dire le fondement des conditions de possibilité d'un domaine d'objectivité en général, en extrayant par la réduction les idées de base nécessaires pour une certaine expérience et sa réalité correspondante. Mais les conditions de possibilité établies
par la logique transcendantale de l'expression équivoque n'a rien à voir avec l'objectivité naturelle, mais avec l'appropriation de notre désir d'être, l'association de la réflexion du sujet avec les œuvres ouvre en fait un tout nouveau champ d'expérience d'objectivité et de réalité où la logique du double sens contient un avantage écrasant par rapport à la logique formelle. Maintenant, en troisième lieu, l'opposition entre l'objectivité naturelle et l'appropriation de notre désir d'exister met à nouveau en évidence la problématique de l'existence du sujet. Paul Ricoeur dit que le lien originel entre le vouloir et le corps exige que le jeu participe activement à la incarnation comme mystère et que le jeu doit passer l'objectivité à l'existence. Pour comprendre l'existence, il faut partir d'une perspective holistique. L'objectivité ne me cantonne qu'à la nature et ignore la liberté du sujet. Ricoeur essaie de comprendre le mystère comme la réconciliation et la restauration des pactes originaux de la conscience opaque avec son corps et le monde dans la conscience la plus claire. Les humains ont une structure qui se tend sur le volontaire et involontaire et dont le paradoxe continu se concentre dans la contradiction entre liberté et nature. C'est par rapport à cette contradiction que le mystère de l'existence sert comme une sorte de réconciliation. C'est précisément pour donner au pacte originel une clarté que le mystère de l'existence est une restauration. La réconciliation et la restauration sont le but fondamental de la réflexion éthique sur l'affirmation de l'être en absence de l'être. Cela oblige le sujet lui-même à participer activement à son existence et d'accepter activement les conditions a priori de son existence. Les œuvres et les symboles sont le témoin de cette participation. Il faut dire que le symbole peut mieux s'appuyer sur le pacte originel du sujet avec son corps et le monde, et enrichir l'expérience, l'objectivité et la réalité au profit de l'existence en suivant la logique transcendantale, afin d'aider le sujet à s'approprier l'effort pour exister et le désir d'être. Ainsi, par rapport au langage technique, le principal avantage du symbole réside dans ce fait qu'il explore plus profondément et plus largement le pacte originel qui relie le sujet à son corps et au monde, offrant ainsi un plus large éventail d'expérience, d'objectivité et de réalité. Grâce à ces intentions doubles, voire multiples, de signifier le symbole peut aller au-delà de ce qu'il représente, de ce qui est dit, et pointer vers des choses qui ne sont pas présentes, ne sont pas dites. Si un concept tend potentiellement à une intuition, il reste le symbole ne se limite pas à ce qu'il implique directement. Selon Paul Ricoeur, le langage conceptuel ne peut pas épuiser le sens du symbole qui contient plus de contenu que des équivalents en concept. Le sens du symbole feu est plus profond et plus riche que le concept feu. Donc le symbole, en signifiant plus de contenu supplémentaire, peut transmettre une certaine compréhension qui ne peut être obtenue directement à travers le concept, qui peut aller au-delà du langage jusqu'au non-disciple, explorant notre pacte originel avec notre corps et le monde dans le mystère de l'existence. Maintenant, trois modes du symbole, selon Paul Ricoeur, qui a souligné trois modes du symbole, ou plutôt trois champs dans lesquels les symboles apparaissaient. Le premier concerne la phénoménologie de la religion. La méthode phénoménologique consiste dans la description de manière neutre afin de clarifier la noèse et le noème, selon Edmond Husserl, la phénoménologie d'Edmond Husserl. Alors, la cible de la phénoménologie de la religion est des choses visées dans
les noès tels que le rituel, le mythe, la croyance et la perception mystique, c'est-à-dire le sacré, sa tâche est de mettre en évidence ce dernier à partir de divers actes, discours et passions. De plus, l'époque de hausser nécessaire d'abandonner tout jugement scientifique basé sur la nature et de décrire comment un phénomène se présente directement devant le sujet, de sorte que le concept de véracité ne se limite plus à ce que préconise le positivisme, à savoir la vérité scientifique abstraite obtenue par la vérification sur les choses naturelles, mais signifie la clarté universelle par laquelle la conscience présente des choses de manière personnelle. Cette véracité concerne l'expérience vécue, implique essentiellement l'achèvement et le remplissement d'une intention de signifier le processus dans lequel la noème est concrètement présentée au sujet. Comme il existe différentes manières de remplir l'intention de signifier pour les objets cognitifs dans différents domaines, la vérité obtenue par la vérification scientifique n'entend qu'une qui correspond à l'objet naturel quand la philologie prend l'expérience religieuse comme domaine cognitif. Elle y entre en adoptant une attitude neutre et examine l'achèvement et le remplissement des objets sacrés dans l'expérience religieuse, si bien dans le processus où l'objet sacré se remplit dans l'intention du sujet de signifier que le symbole joue un rôle irremplaçable en reliant le signifiant littéral original au sens symbolique. L'objet sacré ne peut pas s'exprimer directement, mais se remplit à travers le sens symbolique. Cette intention de signifier l'historien romain de religieux Marcia Eliade a utilisé le concept de hierophanie pour exprimer la forme et la structure de la manifestation des choses sacrées. L'hierophanie n'est pas la pénétration de la puissance lumineuse dans le monde, mais une vision pure, une vision nouvelle de soi et de tout ce que sont au alentour. En ce qui concerne les choses sacrées remplies dans le sens symbolique, il s'agit de prime d'abord de la configuration du cosmos, de la réorganisation du temps et de l'espace, voire d'une vision particulière du monde propre aux croyants en tant qu'homo religios. Ainsi, le ciel est considéré comme un symbole de suprématie, d'infini, de pouvoir, d'ordre, de sagesse, de domination, d'éternité, etc. Les plantes symbolisaient la naissance, la mort et la renaissance. L'eau symbolise le menace, le lavage, l'agilité. Et la terre symbolise la fertilité, ainsi de suite. L'expressivité du monde, c'est-à-dire sa puissance de signifier, est reliée aux choses sacrées dans le langage symbolique à travers une logique de correspondance. Il ne s'agit pas simplement d'une projection subjective basée sur la fantaisie, mais d'un modèle pratique pour le rituel religieux et toutes les actions humaines significatives. Par conséquent, pour la compréhension du langage symbolique, tel que le mythe, il ne suffit pas de seulement rester dans la structure sémantique d'explorer ses intentions significatives cachant montant, mais devrait, selon Paul Ricoeur, explorer davantage sa valeur heuristique. Les explorations thématiques du langage mythique sur l'universalité, la temporalité et la valeur ontologique nous ont fourni de grandes richesses pour comprendre notre propre existence. Ensuite, la psychanalyse a découvert le deuxième domaine symbolique, celui du rêve. La scène dans le rêve est inconnue. Et nous ne pouvons essayer de remodeler l'expression du sujet dedans qu'à travers la description linguistique après le réveil. Mais
rentrer dans le rêve à travers le langage, ce n'est pas seulement comprendre le rêve lui-même, mais en tirer une certaine signification symbolique. Face au monde onirique, on se demande ce que signifiaient ces scènes illusoires. Alors, les images aux scènes qui apparaissaient devenaient le moyen de saisir un certain sens. Interroger le sens des rêves nécessite une interprétation des images aux scènes de CEC. Pour cela, la psychanalyse proposée par Freud fournit un paradigme pionnier à la fois du niveau de l'esprit interne et de la réalité externe. Elle utilise trois modèles comme méthode de base dans l'analyse du sujet et de sa conscience, afin de parvenir à l'interprétation du rêve. Le modèle topique peut être compris comme une topologie spirituelle qui divise l'esprit en une structure de lieux. La première topique différencie le préconscient, le conscient et l'inconscient. Et la seconde différencie le ça, le soi et le surmoi. Grâce à ces modèles, le changement de statut mental PV s'est reflété dans l'interaction de trois lieux spirituels. Le modèle économique établit un mécanisme d'équilibre de l'esprit animé par le désir. L'impulsion de l'homme vient du désir d'un certain objet. Quand ce désir est satisfait, l'impulsion peut être calmée. Sinon, le désir sera soit remplacé par une autre impulsion, soit continue dans l'inconscient, de sorte que certains symptômes mentaux se développent. Enfin, les modèles génétiques retracent l'état mental et les causes psychologiques de gens jusqu'aux expériences de l'enfance et estiment que celles-ci déterminent la personnalité et le développement psychologique. À partir de ces trois modèles analytiques, les rêves sont entendus comme signifiant du désir contenu dans l'inconscience, tandis que les symptômes psychiatriques sont compris comme l'effet progressivement accumulé au long du temps du désir échoué et retenu dans l'inconscient pendant l'enfance. La scientificité d'une telle méthode de psychanalyse est naturellement ouverte à la discussion, sans parler de ce fait que la psychanalyse se développe vers les directions variées depuis Freud. Cependant, cette méthode a une valeur importante pour l'herméneutique. Elle a lancé des explorations initiatives dans l'accord originel entre le sujet et son corps. Désormais, l'analyse du rêve est intégrée à la réflexion du désir du sujet, liant ainsi logos et bios. Quand le sujet réfléchit sur ses propres désirs à travers l'analyse des rêves, il peut avoir une compréhension plus claire de l'existence de soi afin de parvenir à la réconciliation avec soi pendant laquelle l'impulsion est calmée et les symptômes mentaux sont guéris. Enfin, le langage symbolique apparaît dans l'imaginaire poétique. Paul Ricoeur a emprunté à Bachelard l'idée que l'image poétique nous met au point de départ des lettres parlant. L'image ici ne consiste pas à reproduire quelque chose absent ou virtuel, mais à mettre le langage en état d'émergence. C'est cette image verbe, et non l'image représentation, que Ricoeur a appelé le symbole, ce qui est ainsi dans le symbolisme poétique, c'est la langue en état de production, et non la langue qui a été stabilisée dans le mythe, le rituel religieux. Bachelard appelle l'image poétique événement de logos. L'image poétique s'enracine dans le lecteur au cours de la lecture résonne dans le cœur du lecteur et ainsi éveille sa propre capacité poétique. L'imagination n'est pas une sorte d'expression scientifique. Il faut oublier toute l'objectivité scientifique habituelle et chercher l'image initiale. Bachelard écrit si l'image initiale est bien choisie, elle se révèle comme une impulsion à un rêve poétique. Bien
définit une vie imaginaire qui aura de véritables lois d'image successives, un véritable sens vital. Les images mises en série par l'invitation au voyage prendront dans leur ordre bien choisi une vivacité spéciale qui nous permettra de désigner un mouvement d'imagination souligné par Bachelard, donc une double image poétique, une sorte d'image initiale, comme une invitation à un voyage imaginaire qui peut susciter une série d'images dérivées dans leur cœur de lecteur. L'émergence de langue réside dans le dérivé dans le cœur du lecteur. L'émergence du langage réside dans le passage dynamique de l'image initiale à l'image dérivée, ou du sens littéral au sens symbolique, qui résulte du mouvement de l'imagination. Dans ce passage, le lecteur lui-même change avec le langage. Selon Bachelard, lorsque l'image initiale produit un nouveau langage, notre existence change. Aussi, car la manière dont elle s'exprime en nous consiste à nous transformer en ce qu'elle s'exprime, en ce qu'elle exprime. Dans la phénoménologie de lecture, le sujet lui-même a besoin de participer activement à la production du langage. Et ce processus va naturellement changer le sujet lui-même. Par conséquent, la même structure symbolique existe à la fois dans le langage le plus ancien et le plus stable concernant les choses sacrées, dans le rêve le plus intime et aussi dans le processus de génération et de régénération d'images poétiques. Le pacte originel du sujet avec le monde, avec son propre corps et avec le langage peut être respectivement compris à travers ces trois modes de symboles. L'appropriation de l'effort pour exister et du désir d'être n'est jamais l'expérience directe pour le sujet, mais doit être recourir à l'interprétation du discours indirect tel que rêve, fantasme et mythe. Une réflexion concrète, c'est-à-dire une réflexion sans racinant dans la vie au lieu de rester dans des sentiments subjectifs, s'appuiera inévitablement sur le langage symbolique. Et on extraira une sorte de vérité herméneutique. Dans cette perspective, la vérité saisie par la réflexion sur l'existence du sujet n'est qu'une vérité herméneutique. Finalement, quelle est la relation entre le sens et l'expérience? Le sujet a besoin, selon Paul Ricoeur, a besoin d'utiliser le sens dans le langage symbolique pour réaliser l'appropriation de l'effort pour exister et du désir d'être. En ce sens, l'interprétation consiste en l'appropriation de sens grâce à son lien avec le monde, le corps et le langage, le symbole fournit des significations très riches pour l'herméneutique de soi, lequel contribue au conflit des interprétations. Ricoeur a souligné deux directions d'herméneutique, l'une est l'herméneutique amplifiante qui vise la récollection, restauration, réintégration de sens. Dans la phénoménologie de la religion, le but de la description est de présenter autant que possible le sens à travers le langage, jusqu'à ce que l'objet sacré puisse se remplir dans l'intention significative. Dans ce processus, le sens s'accumule et s'enrichit constamment. La dialectique de Hegel fournit un paradigme pour la synthèse du sens, bien que la signification ultime de la vérité la signification ultime et la vérité d'un certain moment soyez ignorantes à chaque instant précédent. Elles ne peuvent être révélées et expliquées qu'à partir du moment suivant. Il s'agit d'une herméneutique progressive et téléologique, selon à la manière de Kant. L'autre est l'herméneutique réductrice. Ricoeur a qualifié Nietzsche, Marx, Freud d'école du soupçon. Ils ne sont pas des maîtres de scepticisme, mais de grands maîtres de déconstruction. Tout sceptique sur le sens en excès direct et estimé que le langage symbolique contient des éléments d'aliénation et d'illusion. Si Descartes surmonte le doute sur les choses avec l'évidence de la conscience, ces trois maîtres quant à eux, utiliser l'exégèse du sens pour surmonter le doute sur la conscience.
l'analyse de la morale de Nietzsche, la théorie de l'idéologie de Marx, la théorie de l'illusion de Freud, constituaient tous à déchiffrer la mauvaise conscience afin d'obtenir un langage plus authentique et d'ouvrir de nouveaux domaines à la vérité. Ricoeur voit dans la méthode de Freud une herméneutique qui ne demande plus le but, mais les racines antérieures, c'est-à-dire une herméneutique régressive, archéologique. Donc, dans le monde, il y a simultanément deux directions complètement opposées de l'herméneutique. La situation d'avoir double direction d'interprétation n'est pas tolérable pour le symbole logique, euh, puisqu'il ne considère que l'intégration complète de sens. Mais à l'égard de l'action de dupe de se criver les yeux après avoir, après avoir appris d'où il vient et ce qu'il a fait, l'herméneutique téléologique et progressive considère le vécu d'Oedipe comme un processus vers l'adulte, pendant lequel l'homme progressivement accomplit la conscience de soi et se rend compte de plus en plus de la responsabilité morale. Ainsi se rapproche de la vérité. Alors, c'est crever les yeux c'est un rituel important pour achever ce processus. Ce n'est pas lorsque les yeux mondains de la chair sont résolument abandonnés que les yeux de la vérité et de la sagesse s'ouvriront. En revanche, l'herméneutique archéologique et régressive remonte au désir de l'enfance retenu dans l'inconscient. Ce désir, Freud l'appelle le complexe d'Oedipe. Quant à l'action de se crever les yeux, c'est un symbole de complexe de castration. Ainsi se trouve un conflit des interprétations sur la même action symbolique. Ceci est très éclairant pour la réflexion concrète, par laquelle le sujet tente de s'approprier le sens afin de s'approprier l'effort pour exister et le désir d'être. La réflexion concrète consiste bien en l'intégration dialectique des différentes des directions différentes du conflit des interprétations continues dans l'épaisseur et la plénitude du langage symbolique. La tension de montée cachée, de progressive régressive, contenue dans le langage symbolique correspond à un niveau ontologique à l'existence du sujet. Ce qu'il montre, c'est le contenu qui peut être directement exprimé à travers le langage, ou des faits naturels qui peuvent être jugés au sens scientifique. Ce qu'il cache sur le domaine au-delà du langage, ne pouvant pas être résumé par l'intelligence humaine, mais accessible aux intentions significatives. C'est progressif pour l'esprit de suivre l'évolution et le développement de logos, et c'est régressif de revenir à la condition existentielle du sujet en tant que partie du monde, en tant que corps et en tant que langage. Le langage symbolique est originellement imprimé de la marque d'existence et peut se qualifier de langage réel. Son authenticité réside dans le fait qu'il permet au sujet de s'approprier le sens en y participant. Le sujet est toujours présent. Il est au contraire d'un langage technique. Le sujet est éliminé par la fonctionnalité du langage et ne peut y avoir aucune expérience. L'authenticité du langage symbolique, au sens où il est habitable et vivable, peut mettre à la disposition un meilleur témoignage de l'existence du sujet et donc possède une valeur hérésitique. Le pacte original du sujet avec le monde, le corps et le langage est la condition préalable pour que le sujet soit enraciné dans le monde et se soustrait en union. Quand la réalité se plante devant le sujet avec une nécessité infranchissable, l'alien et le met tout milieu au sujet à travers au milieu de l'illusion, l'imagination en tant qu'image verbe ouvrira plus de possibilités au sujet à travers le langage. Et ainsi continuera la libération du sujet depuis Kant.
Cependant, si l'imagination s'éloigne de l'existence, son participation, elle peut également empêcher cette libération. Le développement de la technologie moderne amplifie ce genre d'imagination, le sujet tombant ainsi dans une pauvreté d'expérience. Comme le disait Benjamin, ce n'est pas que le genre moderne manquait d'expérience, soit avide d'expérience. De fait, grâce au progrès de la science et de la technologie, diverses expériences et cultures peuvent être facilement présentées sous leurs yeux. Dans le rythme rapide de la vie moderne, l'expérience vertigineuse fatigue rapidement les gens et les choses venant d'apparaître perdent rapidement leur nouveau ainsi que fraîcheur. Tout déjà vu de sorte que la dépression et la mélancolie quotidienne ne trouvaient de réconfort que dans la poursuite de la surprise. Car dans la surprise, l'existence elle-même peut se satisfaire de la manière la plus, la plus simple et la plus agréable. La culture de consommation consiste dans la surprise que la société moderne propose sans cesse afin de stimuler en permanence le sujet. En conséquence, la technologie est considérée comme la nature elle-même et la véritable expérience acquise par contact direct avec le monde se dégrade dans l'oubli. L'homme moderne se ferme dans son exquise maison vitrée, bail de lassitude. Benjamin écrit: il n'y a pas d'aura dans les choses vitrées. Le verre est surtout l'ennemi de mystère mystérieux et aussi l'ennemi de la possession. Digne le verre est non seulement dur, mais aussi lisse, rien ne pouvant rester d'ici. Donc les objets vertés ne laisseront aucune trace. La poussière en tant que trace de la nature sera essuyée, sera essuyée, sera essuyée. Les possessions historiques seront effacées et l'aura mystérieux de moments de vécu périra. La maison vitrée exquise érigée par la science et la technologie exclut le sujet hors de pacte originel avec le monde, aliénant constamment son existence dans la société moderne. Dans ces cas, le langage symbolique sera un appel au retour du sujet dans le monde réel. Lorsque le sujet est piégé dans des rêveries vides et aspire à des surprises pour combler le désir paresseux, le symbole rappelle au sujet que la nature est un monde sentant au-delà de la science et de la technologie. L'homme doit participer au monde pour acquérir les expériences réelles, se rendre un peu pour sérieux pour lire le lyrisme du monde afin de comprendre mieux son propre extérieur. La référence au réel, si le sens du langage relève surtout de la relation entre le sujet et le langage, le problème de la référence rajoute de celle-ci le troisième élément, à savoir la chose parlée, le référent. Ce qui joue ici est fondamental, une relation triple parmi le sujet, le langage et le monde, à travers l'acte prédicatif, l'intenté du discours vise un réel extra-linguistique. Parler se pose une tension constante vers la saisie du vécu. C'est essentiellement un effort, une tension, un mouvement dans lequel le langage se réalise. Autrement dit, l'expression du langage opère un mouvement divisé vers l'objet intentionnel. Mais quelle sorte de réalité se fait jour par l'intermédiaire du langage? Dans la perspective herméneutique, la position du sujet n'étant jamais négligée, la réflexion sur le langage s'oriente vers un monde particulier que de réalité, que l'on peut appeler réalité de possible, à savoir réalité créée par la composition du langage dans le texte qui montre
un monde possible et habitable pour l'homme. Afin d'aborder cette réalité, il est nécessaire d'examiner de plus près la manière dont le langage sert à dire deux choses. En suivant le déplacement de l'échelon de langage, c'est-à-dire de mots à travers la phrase jusqu'au texte, on rencontre finalement dans ce dernier autonomie du langage à l'apogée, autant que l'on dira qu'il y a un monde de texte où un mouvement s'entrepète du langage vers lui-même se substitue au mouvement certifuge de la fonction référentielle. Là se trouve d'après Ricoeur une référence de second degré, à savoir la possibilité d'une référence poétique qui implique une réalité de possible. Le mot, le concept, la chose, en suivant le chemin de pour Ricoeur de langage, nous prenons la symologie comme notre point de départ, mais bien qu'il soit arbitrairement, le mot en tant que fruit de la règle de la communauté au long de l'histoire désigne la chose. Cette relation de désignation entre le mot et l'objet est archivée dans le dictionnaire comme des articles à consulter au futur. Ici se trouve un passage arbitraire de nom vers la chose, dans la mesure où les liens de l'un à l'autre est construit de la façon humaine, ou comme Nietzsche a critiqué illusoire. D'ailleurs, ce qui se passe dans l'effort de dire le monde n'est pas du tout simplement de désigner une chose, mais surtout de décrire ou de juger l'état des choses. Cet état ciblé demande une actualisation du langage est déclenchée par l'expérience. Et donc l'expérience, dans la rencontre de sujet avec l'objet, que l'état des choses est témoigné par la perception de l'homme est exprimée dans le langage. La théorie du langage est pour ainsi fortement attachée à celle de la connaissance, mais à la condition humaine, nous sentons seulement des phénomènes singuliers que nous concernons directement déjà chaque fois dans un environnement particulier. Cela signifie que la perception est toujours singulière et directe. Cette finitude détermine que la réalité ne peut être tout exposée sous la perception sensorielle, car le monde s'étend à l'infini, spatialement ainsi que temporellement. Ici s'insinue le monde du langage de référer aux choses, abstraction par le nom et le concept. Dans le but de transcender la distance spatio-temporelle, le concept dénote l'objet absent sans les présenter, c'est-à-dire qu'il représente les objets. Cet affixe peut être compris comme un indice d'écart entre l'objet propre et sa représentation par le concept. L'objet est soumis au langage en tant que signe. Quand on sert des signes pour articuler les objets apparaissent dans l'opération de la raison sans besoin de se présenter. Le concept est ainsi comme le jalon à la pensée. Il n'a pas besoin d'être lui-même réel, mais seulement transmet l'intention de la raison contenant l'écart à la réalité. Déclare la direction de l'intention et ouvre un horizon pour la raison. Du point de vue anthropologique, comme celui de Blumenberg, le concept possède à l'origine deux fonctions. Du côté positif, c'est un cadre pour la raison d'ordonner d'objets reçus à travers la perception. Afin de le comprendre et de les identifier, on utilise souvent une métaphore pour ce sens-là. On dit que le concept attrape deux choses, comme des filets de chasse dans le but d'attraper du gibier. Alors, la clarification du concept est comme une opération d'adapter le nœud de filet pour mieux servir à la chasse. On respecte aussi une élasticité de concept. Un concept permet de garder la possibilité de noter au-delà d'objets concrets reçus directement par la perception des objets qui ne sont pas encore présents, mais qui peuvent être mis sous ces concepts.
Par abstraction, le concept s'élève d'un objet concret, tandis que par l'utilisation, il revient dans le concret lorsqu'un objet correspondant se montre. Pour cela, le concept doit toujours dire plus qu'un objet direct et concret, se servir de moins pour dire le plus. Conan au service de Mosin est bien le sens du principe d'économie de langage. Donc, l'espace ambigu inscrit dans le concept est nécessaire car d'un côté, la raison humaine ne peut maîtriser en même temps des objets de nombre infini à travers la perception. D'un autre, cet espace rend possible l'ajout d'objets au futur sous ces concepts. De ce fait, chaque concept contient une élasticité. En plus, cette élasticité est aussi fondamentale pour la réalité entre les concepts. Euh, Par exemple, grâce à la taxonomie, les concepts sont classifiés dans des unités hiérarchiques. Pour le monde vivant, l'unité de base est l'espèce. Au long de l'hierarchie de base en haut, il y a encore des unités telles que le genre, la famille, l'ordre, la classe, l'embranchement, le règne et le domaine. Un concept dans l'unité de genre dénote plus d'objets que celui de l'espèce. Ainsi, en ce qui concerne la relation entre un concept et ses référents, il existe un concept correspondant à une certaine unité d'objets possible. Si celui-ci s'avère finalement inadéquat, l'élasticité des systèmes de langage peut toujours proposer un autre concept qui correspond mieux à cette unité d'objet visée. Si cela échoue encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un concept correspondant dans le système actuel de langage, un nouveau concept va se produire à la demande. En un mot, le changement de l'une virgule du concept à l'adaptation d'objets visés est toujours possible. C'est tout à fait ce réseau de concepts pourvu de l'élasticité à l'intérieur d'un concept et entre le concept qui construit l'image du monde de l'homme. Cette image se sert d'un filet de concepts pour saisir des objets possibles. Du côté négatif de la conception du concept, de la fonction du concept, c'est que le concept orienté vers le futur conserve l'homme la prévention contre des choses inconnues. Le concept concerne la relation présente-absent. D'un côté, le concept représente des objets absents, à savoir des objets qui sont d'ailleurs temporellement, spatialement. D'un autre, alors, d'une rencontre avec des choses inconnues et que pourraient provoquer le sentiment humain de la peur, le concept transforme celui-ci en menace ainsi qu'en danger et lui attribue un visage qui permet de les connaître au service de l'avertissement ou la prévention. Per, per, Cela sert à prévenir et à avertir les menaces et le danger pour la rencontre au futur. Avec cela, la peur originale, incompréhensible est conquise au moins partiellement grâce à la service d'un concept qui assure maintenant la situation pour l'humain. Profondément, l'homme ressent toujours la peur en face des objets inconnus. Le succès du concept est justement ce renversement d'un objet inconnu vers un objet comestible, c'est-à-dire rendu possible pour les besoins de l'homme, celui-ci pouvant en profiter sans souci, voire avec joie. Et si c'est laisser entrevoir l'incompatibilité, l'incomplétude de langage, dans l'élasticité de concepts, dans les préventions anthropologiques. Euh, C'est fini pour cette intervention. Au revoir pour une autre intervention philosophique. Merci bien.